Je m'appelle Nathalie Klimberg et j'aurai le plaisir de modérer cette conférence. Je suis rédactrice en chef d'un magazine qui s'appelle MediaQuest. Et si vous êtes intéressé pour attraper un exemplaire, ils sont à votre disposition en bas à l'accueil. Voilà. Donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté de modérer cette table ronde, parce que les hasards fait bien les choses, où il y a des coïncidences. Ma première expérience VR, en fait, je l'ai vécue à Montréal. J'avais rencontré Antoine Quérol d'Audio Studio, c'était l'été 2015. Et donc il me parlait avec beaucoup de passion de la VR et moi je ne connaissais pas. Et donc il m'a dit, si tu veux découvrir quelque chose qui te fasse plonger, qui te rende addict à la VR, il faut absolument que tu vois un contenu de chez Félix et Paul. Donc j'ai contacté Félix La Jeunesse qui m'a reçu très gentiment dans sa société et qui m'a fait expérimenter son expérience autour du cirque du soleil. Et à partir de là, je suis tombée en amour dans la VR. Voilà. Bon, maintenant, on va passer plus dans le vif du sujet, autour de gens qui connaissent plus que moi le territoire du Canada. Donc, merci de venir nous rendre visite. Myriam, vous êtes... j'avais pas le droit de le dire, je vais faire une boulette, directrice du Centre Phi, the Queen of the VR of the Centre Phi. Voilà. C'était un lapsus. Donc, à ce titre, vous accueillez régulièrement des expositions et des installations artistiques de diverses formes. À mes côtés, à droite, Anna Serrano, qui est... Anna, quelle est votre fonction à l'Office national du film Centre canadien du film. Ah, au Centre canadien du film. Oui. Vous êtes? Je suis Chief Digital Officer. Okay. Et puis Stéphane Cardin du Fonds des médias du Canada. Voilà, là, j'ai pas fait de boulette. J'ai pas demandé votre fonction d'ailleurs. Ouais. Donc, avec nos trois invités, on va essayer de faire un petit peu un tour d'horizon de ce qui se passe au Canada en termes de financement. Et là, je pense que Stéphane pourra prendre la parole. Et puis, on glissera jusqu'à l'aspect diffusion, où ça sera vous, Myriam, qui reprendrez le relais, avec Anna qui va pondérer un peu tout ça. Voilà. Donc, Stéphane, est-ce que vous pouvez déjà nous dresser un état des lieux en termes de financement de ce qui existe pour soutenir la production VR sur votre territoire? Tout à fait. Merci, Nathalie. Merci aussi à Michael et à tous les organisateurs du festival. On voit qu'il y a un pôle d'attractivité, on dirait, ici, à droite de la salle. C'est intéressant. C'est peut-être là que sont tous... Vous êtes tous producteurs ou tous créateurs de ce côté-là? Alors, je veux savoir à qui je m'adresse. J'ai une petite présentation, mais on va y aller assez rondement. Tout simplement pour vous donner une idée de l'état du marché au Canada et des sources de financement. Ça fonctionne, ce truc? Ouais. Si allons-y. Fais avancer. Et même 2 fois, 3 fois. Donc, tout simplement pour voir en termes au niveau de la consommation. On est toujours dans des chiffres où on est loin d'être dans un marché de masse encore. Uniquement 4 % des Canadiens qui détiennent à domicile des casques. Donc, pour la plupart des Canadiens, c'est toujours une exception d'avoir essayé ou consommé des œuvres de réalité virtuelle. C'est sûr, ce qui est en augmentation, si on passe à la slide suivante, comme dans plusieurs autres marchés, c'est le location-based VR, mais qui est toujours chez nous, relativement embryonnaire. Les premiers qui ont investi le marché sont les grandes chaînes chez nous, Cinéplex, IMAX. Récemment, il y a MK2 qui est débarqué chez nous avec la location
du quartier latin à Montréal. Donc, bienvenue MK2 à Montréal. Il y a des lieux comme évidemment le Centre Phi et quelques projets, dont Phénoména, qui est un projet porté par Zone 3, qu'on a financé au FMC. Donc, ça commence à éclore tranquillement, mais on n'est encore une fois pas dans un marché de masse. Donc, tout ça, pour vous dire essentiellement que le soutien de l'État demeure essentiel pour soutenir la création en réalité virtuelle, en réalité augmentée, réalité mixte. Et là-dessus, ce qui est bien, c'est qu'au Canada, on dispose de ce côté-là de sommes de financement assez conséquentes. Donc, le rôle du Fonds des médias du Canada, qui est un peu semblable à celui du CNC ici, quoique notre sphère d'activité se limite à la télévision et aux œuvres numériques, donc jeux vidéo, séries digitales et œuvres immersives. Et particulièrement au niveau des œuvres immersives, on a quand même soutenu au niveau du prototypage, de la production et de la mise en marché, près de 90 œuvres déjà depuis surtout les 3 dernières années, pour un total de financement, comme vous pouvez voir là, qui est d'environ, je crois, 31 millions de dollars l'an dernier. Si on met en vis-à-vis justement l'action du CNC, entre 2014 et 2016, a priori, nous avons en France soutenu une soixantaine de projets. Et actuellement, le fonds d'aide qui est consacré aux nouveaux médias est de l'ordre de 3 millions d'euros. Bon. Alors nous, disons que le fonds dont on dispose au total pour toutes les œuvres numériques et pour cette année, qui s'est commencée là, il y a quelques jours, de 42 millions de dollars canadiens. Ça, c'est 0,64 centimes d'euros. Faites le calcul. À peu près la moitié de ces sommes-là sont dirigées à l'industrie du jeu vidéo. Mais comme je vous dis, de plus en plus, les œuvres immersives, on voit de plus en plus de demandes et de plus en plus de projets qui sont soutenus. Voilà. Deuxième source de financement qui est... je vais vous donner quelques paramètres de nos programmes, mais je vais le faire très, très rapidement. Si vous voulez passer à la prochaine, Nathalie, s'il vous plaît. Donc, essentiellement, on a 2 types de programmes. Le premier, c'est le programme d'innovation, donc qui cherche à soutenir des projets qui sont innovants, soit au niveau de l'approche narrative, de la technologie ou des modèles d'affaires, ou idéalement tous les 3. Et c'est quand même une aide conséquente, jusqu'à 75% des dépenses admissibles du projet, dans le cas d'une coproduction, parce que les coproductions sont admissibles. Ce pourcentage s'applique sur la part canadienne du devis. Et on peut soutenir jusqu'à 1,2 million au total à travers toutes les étapes. Depuis 2 ans, on a un deuxième programme, Nathalie, qui est le... Est-ce que, ouais? je vous coupe, est-ce que vous pouvez nous citer quelques sociétés emblématiques qui auraient bénéficié de ce type de soutien? Ben, les œuvres, j'ai quelques exemples dans 2-3 slides plus loin. Je vais juste dire 2 mots rapidement sur le programme, ce nouveau programme qui est en place depuis 2 ans et qui, celui-là, vise à soutenir des projets vraiment uniquement pour leur perspective de rentabilité. Le montant d'aide est un peu moins conséquent, 60% des dépenses plutôt que 75%, mais encore une fois, jusqu'à 1,4 million par projet. Et depuis cette année, on soutient les projets aussi dans ce programme à l'étape de la mise en marché. Donc, quelques exemples de projets à la diapo suivante, Nathalie. Il y a le pilote de la série de science-fiction Trinity, qui a été produit par Unlimited, ici, M. John Hamilton, dans le coin de la salle. Blasters of the Universe est un projet qui a été produit par une des 2 plus, je dirais probablement une des 2 plus grandes sociétés de production de réalité virtuelle au Canada. Évidemment, tout le monde connaît Félix et Paul, mais la deuxième, je dirais, en importance, c'est Secret Location,
qui est une boîte qui appartient au groupe Entertainment One. Et dans les jeux vidéo, les jeux en réalité virtuelle, on en a soutenu plusieurs, dont Time Machine de Minority VR. Autre élément, en termes de financement, vu que la majorité des traités officiels de coproduction ne couvrent pas la création digitale, des traités qui ont été signés uniquement pour la production cinématographique et télévisuelle. Alors, le FMC a commencé il y a quelques années à signer des accords, non pas de gouvernement à gouvernement, mais d'agence à agence, avec des partenaires à l'international. Nous l'avons fait maintenant dans à peu près 12 territoires différents. Et dans les exemples que vous voyez à l'écran sont tous des partenariats où on a soutenu des œuvres digitales, donc entre autres avec le Film Fund Luxembourg. Et le roi du Luxembourg est assis dans la 4e rangée, M. Guy Daleiden. Bonjour Guy, ça va? Bon. Et intéressant, c'est que dans je te l'ai dit, il fallait que je le fasse au moins une fois. Alors, le protocole. Ce qui est intéressant, c'est que dans nos programmes réguliers, il y a beaucoup de demandes. Antoine n'en peut plus. Dans nos programmes réguliers, il y a beaucoup de demandes excédentaires. Vous avez à peu près une chance sur 20 d'être choisi. Dans ces matching funds, évidemment, comme on est spécifique sur certains territoires, les pourcentages de succès sont un petit peu plus élevés. Ce n'est pas tous les projets qui sont financés, mais jusqu'à présent, on a aussi retenu une très forte proportion de projets immersifs dans ces matching funds. Joker, je ne vois pas la France. Pourquoi donc? Je ne sais pas, peut-être qu'Anna Charrière du CNC voudrait répondre. Je crois qu'on va y arriver avec la France, c'est une question de temps. Mais avec la France, c'est aussi, pour être honnête, c'est que le traité officiel est en cours de renégociation et couvrirait aussi la coproduction d'œuvres numériques. Donc, c'est surtout ça l'explication, mais l'un n'empêche pas l'autre et nous, on va continuer à essayer de convaincre nos partenaires français d'embarquer dans cette aventure avec nous. Évidemment, une autre source importante de financement pour les œuvres immersives au Canada, c'est l'ONF, mais je ne m'attarderai pas trop là-dessus. Je crois que ces œuvres-là, vous les connaissez bien. The Enemy est entre autres une œuvre franco-canadienne et sans doute que mes collègues pourront en dire davantage là-dessus. Là où le bas blesse, ah non, j'ai une autre slide, c'est au niveau des mesures fiscales. Donc, autre source de financement importante, ce qu'il faut savoir, c'est que les mesures fiscales ont été mises en place d'abord et avant tout pour, encore une fois, l'audiovisuel traditionnel, cinéma, télé, et ensuite d'autres mesures fiscales ont été mises en place pour l'industrie du jeu vidéo. Elles sont en train de s'adapter de plus en plus rapidement aux œuvres immersives. Et je vous dirais que si vous avez compte tenu de nos maximums d'intervention, comme je vous le disais, soit 1,2 ou 1,4 millions au FMC, si vous avez des œuvres avec des budgets d'envergure, dans des séries, disons, si vous êtes dans des 5, des 10 millions de budget de production, alors à ce moment-là, il est peut-être davantage intéressant pour vous d'utiliser les mesures fiscales plutôt que le FMC comme source de financement. En dernier lieu, c'est toute la question du capital de risque, et c'est là où je disais que, et je pense qu'Anna a beaucoup plus d'expérience là-dedans et pourra prendre la balle au bon là-dessus, mais c'est peut-être là où le bas blesse au Canada. Alors encore une fois, dans ce créneau de marché occupé par des boîtes comme Félix et Paul ou comme Secret Location, il y a accès à du capital privé. Ces sociétés, même John a réussi à lever une ronde de financement, mais c'est l'exception plutôt que la règle. Alors disons que du côté du capital privé, c'est plutôt difficile.
Le gouvernement vient d'annoncer ce qui s'appelle des super grappes d'innovation. Ils ont mis 1 milliard là-dedans. Et il y en a une qui a été créée à Vancouver spécifiquement autour de la création numérique. Mais ça vient tout juste d'être annoncé il y a à peu près 1 mois. Donc, peut-être, Anna, je ne sais pas si toi, tu as de l'information supplémentaire là-dessus. Mais sinon, à la dernière slide, vous voyez les quelques exemples, comme je vous disais, de sociétés qui ont réussi à lever du financement privé au Canada. Vous voyez les sommes. On parle dans le cas de Félix et Paul de 6,8 millions. Une première ronde pour John de 1,1 million. Il y a juste nos amis de chez Vervana, qui, là, on n'est pas dans la création de contenu, mais dans la technologie, qui se sont fait acheter par Apple pour 30 millions. Et tant mieux pour eux. Alors voilà, je vais céder la parole à mes collègues. Anna, comment votre action s'architecture-t-elle et fait-elle écho au travail qui est entrepris par le Fonds national des médias du Canada? Donc, moi, je suis responsable numérique pour le Canadian Film Centre, le centre du film du Canada, mais je suis maintenant également à la tête du cell accélérateur de médias numériques. Et donc, nous, comme beaucoup d'accélérateurs, nous investissons dans des compagnies de technologie. Environ un tiers de nos investissements, ce sont dans les réseaux de médias, donc tant en réalité virtuelle qu'augmentée, qui sont peut-être soit en train de développer des technologies spécifiques comme Masterpiece VR, qui est à New Image cette semaine, qui est présent, et également des studios de contenu avec des propriétés intellectuelles technologiques. Donc voilà, il leur faut de l'argent pour se développer plus avant, et également des services de divertissement sur place, par exemple dans la réalité virtuelle. Donc nous, ce que nous aimons faire, c'est investir dans toute une palette de sociétés vidéo immersives avec des business models hybrides, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait clair lequel de ces business models va vraiment fonctionner à l'avenir, et lesquels vont demeurer et vont pouvoir être viables. Ce qui est fantastique lorsque l'on gère un accélérateur au Canada avec des fonds publics, c'est qu'on essaye de travailler de façon collaborative les uns avec les autres. Donc un programme que Stéphane n'a pas mentionné, c'est l'accélérateur. Le programme d'accélérateur que vous avez un programme qui s'appelle un accélérateur de partenariat. Donc CMF a fondé des sociétés et ensuite a acheté des parts dans un accélérateur, et dans l'accélérateur CMF donc donne à l'accélérateur, en plus de ce qu'ils reçoivent déjà de l'accélérateur, ou à la place de ce qu'ils pourraient recevoir de l'accélérateur. Donc CMF est impliqué à ce niveau-là. Donc nous, ce qu'on fait, nous avons un accélérateur sur un programme de 4 mois où nous fournissons environ de 35 à 45 000 dollars pour investir à la base, mais également nous avons de l'argent pour les laboratoires de production et de commercialisation, et donc ce sont des investissements qui viennent par la suite pour ces sociétés de plus en plus maintenant. À la suite de ce qu'a fait le CMF, beaucoup de ces laboratoires de production et de commercialisation sont attachés à des partenariats internationaux et globaux. Donc en France, un de nos grands laboratoires de commercialisation s'appelle Entreprises et Culture, et nous avons un programme d'échange de start-up avec les services culturels de l'ambassade de France. Et il y a de plus en plus, le gouvernement français est vraiment de plus en plus intéressé pour promouvoir l'entrepreneuriat dans l'espace culturel. Ce programme est soutenu de mieux en mieux. Et donc, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est essentiellement prendre cette culture d'entrepreneurs qu'on a piloté en France pour la commercialisation, et avoir le même programme au Mexique, en Argentine,
et également en Corée. Et l'idée, autour de ça, c'est de créer un réseau de pairs, de fondateurs qui sont dans l'espace immersif, qui peuvent soit travailler ensemble en tant que partenaires stratégiques ou alors de façon collaborative, en transverse, avec des flux de travail, des pipelines virtuels, et ils peuvent peut-être travailler de cette façon-là. Donc, de fait, voilà un peu le grand investissement que nous avons fait. Nous avons un projet avec le CMF et Oberse Venture, qui est une de nos plus grandes sociétés de fonds, qui s'appelle Polter, qui regarde l'écosystème dans sa totalité au Canada et le met en ligne avec les données de marché produites par Greenlight Data en Californie. C'est donc pour voir et pour pouvoir suivre la croissance de l'écosystème virtuel à mesure qu'elle croît. Et donc ça, ce sont des données que nous recevons et que nous recueillons régulièrement afin de vraiment déterminer ce qui se passe dans ce secteur bien précis. Et enfin, last but not least, nous avons également des fonds qui peuvent être utilisés de façon discrétionnaire avec des opportunités pour des expériences R&D dans le monde de la VR. Et typiquement, nous aimons travailler avec des projets qui sont totalement fous, qui peuvent apparaître totalement, n'avoir pas d'impact commercial immédiat, mais nous allons vraiment de plus en plus loin et nous nous servons de certaines des technologies dans lesquelles nous avons investi. Donc notre dernier projet, le plus récent maintenant, qui est en passe de développement, c'est quelque chose sur les courts-métrages avec Alan Cosco, qui est un directeur de VR qui a reçu un prix Lumière, et on regarde vraiment à travailler vraiment sur cette capture volumétrique en VR, et qui inclurait différentes sociétés de technologie canadiennes pour vraiment compléter le pipeline. OK, thank you. Après, la dernière brique, c'est l'utilisateur final. Donc, est-ce que, Myriam, vous pouvez présenter votre Alors, société? Moi, je travaille au Centre Phi à Montréal. Donc, on arrive en fait à la fin de la chaîne de production, puisqu'on est un lieu où on diffuse des œuvres de réalité virtuelle, immersive, interactive. Il y a une petite vidéo qui est le démo reel du Centre Phi. Je suis curieuse, je connais des visages dans la salle, mais qui est déjà venu au Centre Phi à Montréal? Quand même. Donc, c'est un démo reel qui va vous montrer, en fait, qu'on ne fait pas que de la diffusion, on ne présente pas que des œuvres de réalité virtuelle. C'est un lieu multidisciplinaire, salle de spectacle, des espaces d'expo, des studios de production. Mais je pense que ça vous mettra un peu dans l'ambiance du type de choses qu'on peut faire.
Donc, on a ouvert nos portes il y a tout juste 5 ans. Il y a 5 ans, personne ne parlait encore de réalité virtuelle. Il y a un peu plus de 3 ans, en fait, je crois qu'il y a 4 ans maintenant. En fait, le lieu, c'est important de le dire, il a été fondé, il est dirigé aussi par Phoebe Greenberg, qui est une mécène montréalaise. Donc, il y a 4 ans, il y a de jeunes garçons qui ont cogné à sa porte. Ces jeunes garçons s'appellent Félix et Paul. Ils lui ont dit, on voudrait vous faire vivre une expérience de réalité virtuelle. Et donc, Phoebe a dit, mais qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle? Ils lui ont dit, ben, on ne vous expliquera pas, on va vous la faire vivre. Donc, ils lui ont mis un casque, donc un Samsung, sur la tête. Ils lui ont présenté Strangers, leur première œuvre. Elle a vécu l'expérience, elle a enlevé et elle a dit, où est-ce que je signe? Et c'est comme ça qu'en fait, on est devenu partenaire d'affaires avec Félix et Paul. Et c'est comme ça que notre passion et notre intérêt pour la réalité virtuelle a commencé, par ce partenariat. Et puis, depuis 3 ans maintenant déjà, donc en 2015, on a commencé à présenter donc des œuvres de réalité virtuelle sur une base régulière. C'est-à-dire que, pas comme dans un festival, c'est pendant 10 jours et ensuite ça disparaît. Nous, on a décidé, on a pris le pari de dédier un espace permanent pour la présentation d'œuvres de réalité virtuelle. Donc, au début, ces présentations, c'était gratuit. Et on voyait déjà que l'intérêt était là. Il faut savoir que le public montréalais, j'enlève rien à personne, mais le public montréalais est un public extrêmement curieux. Et tout de suite, des centaines de personnes qui ont commencé à venir pour faire les expériences. Félix et Paul, évidemment les œuvres de Gabo Aurora, les œuvres de Chris Milk au tout début. Et c'était donc ce qu'on appelait, on a lancé à ce moment-là notre jardin de réalité virtuelle, donc une programmation qui changeait tous les 3-4 mois. Et puis par la suite, on a commencé à faire des expositions thématiques. Au début, peut-être 6 semaines, 8 semaines, et on voyait que ce n'était pas assez. Donc, on a prolongé les expositions et on en est cette année, en 2018, pour la première fois, à présenter 2 expositions majeures. La première, en fait, on l'a lancée la semaine dernière, elle se poursuit jusqu'au mois d'août. Et la deuxième débute à la mi-septembre pour se poursuivre jusqu'au mois de décembre. Donc, quand je parle d'exposition majeure, c'est minimum une dizaine d'œuvres, principalement de la réalité virtuelle, mais aussi des œuvres en immersion sonore, par exemple. La dernière, pour vous donner un peu un exemple peut-être de taille et de chiffres, l'année dernière, Particules d'existence, qui a été présentée pendant environ 5 mois, a attiré 15 000 personnes. 15 000 personnes pour Montréal, c'est beaucoup. On n'est pas Paris, on n'est pas Londres, on n'est pas New York. Et ce n'est plus gratuit. Parce que le business model ne faisait pas de sens, évidemment, en offrant le tout gratuit au départ. Donc, c'est pour... les gens payent 20 $ tarif réduit, 25 $ plein tarif, pour pouvoir avoir accès à ce qui se fait de mieux dans le monde. Donc, on a des œuvres qui nous viennent des États-Unis, des œuvres canadiennes, des œuvres françaises, des œuvres hollandaises, suisses, de Grande-Bretagne aussi. Et mon rôle dans tout ça, c'est vraiment de me promener dans les différents festivals pour aller glaner et ramener à Montréal ce qui se fait de mieux et le présenter donc, à notre public. Ouais, voilà. Les critères de sélection sont des critères de création, il faut que ce soit un d'aboutissement technologique. Non, c'est vraiment... il faut que ce soit un coup de cœur. Je présente, par exemple, cette année, dans l'expo qu'on a débuté l'année dernière, des œuvres qui datent d'il y a plus d'1 an, parce qu'on n'avait pas eu la chance encore de les présenter. Je trouve que ces œuvres sont relevant, c'est pertinent de les présenter aujourd'hui. Donc, technologiquement, ces œuvres-là, par exemple, n'ont pas la qualité de certaines œuvres qui sont produites aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Moi, je rapporte toujours l'exemple de Notes on Blindness, que vous connaissez sans doute tous. Même si cette œuvre a été produite il y a plus de 2 ans, ça reste pour moi dans mon top 3 d'œuvres d'une qualité incroyable. Il faut vraiment que ce soit un coup de cœur. Quels sont les retours de votre public et depuis que vous présentez toutes ces œuvres, est-ce qu'il y a eu des changements de perception, de retour critique?
Jusqu'à maintenant, les critiques sont excellentes. Stéphane, je pense que tu peux en témoigner. Que ce soit les médias, les artistes, on prend vraiment soin des artistes qu'on présente. Ce qui est intéressant dans le public, c'est que il y a des gens évidemment qui reviennent. Les gens attendent la prochaine expo. Mais il y a encore beaucoup de gens qui viennent voir nos expos, qui expérimentent la VR pour la première fois. Et c'est fascinant, encore aujourd'hui, moi je ne m'en lasse pas, de me promener sur le plancher, le deuxième étage en fait où a lieu l'expo, et de voir la réaction des gens au moment où ils enlèvent le casque, de voir les étoiles souvent dans le visage, et cette volonté aussi des gens, après avoir fait une expérience, de vouloir échanger. Échanger avec les gens avec qui ils sont venus, mais échanger aussi avec nos médiateurs qui sont là pour les guider, pour les aider. On trouve qu'il y a un petit changement des entreprises qu'on fait venir dans le location-based. Si votre business, c'est de vendre des billets pour montrer des œuvres d'art, des coûts de maintenance et de support liés à l'hygiène, l'entretien. Bon, c'est difficile pour une start-up. Vous avez été bien capitalisé dès le départ. Donc, il a fallu regarder un business model mixte. Il faut avoir soit un café comme MKD ou un événement ou de l'aide d'entreprise. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'interviens, c'est que là où la direction aujourd'hui, c'est plus de social et des expériences VR qu'on peut mettre sur Instagram, par exemple. On expérimente avec un mélange avec de la R et du VR, ou la VR et le R. La R a plus de résultats parce que les gens sont devant des images. Et ça, c'est envoyé à Instagram et tout ça. Donc, je pense que c'est une tendance. Est-ce qu'ils réussissent mieux ou est-ce qu'on est vraiment déjà dans des perspectives de rentabilité avec ces œuvres-là dont tu viens de parler? Je pense que on est vraiment au tout début, on n'est pas sûr où ça va, mais on a découvert. Voilà, ça c'est House of VR en particulier. Ils regardent un pop-up pour aller encore plus loin. Et leurs précédents sont des espaces comme la théorie des couleurs en Californie et ces œuvres d'art expérientielles. Il faut peut-être leur parler plus de House of VR in Toronto. C'est un lieu d'entertainment de 2 étages avec une base de réalité mixte avec des espaces VR et au 2e étage, il y a un espace d'événement qu'on peut convertir soit en plus de VR ou un espace qu'on peut louer. Ils ont commencé à expérimenter, ils avaient assez d'espace et ils ont commencé à expérimenter l'AR aussi. Donc je me demande ce que vous pensez en termes de comme on fait comme une jeune industrie VR qu'on pourra interfacer avec l'arrivée, l'industrie aussi jeune de l'AR et comment on peut jouer ensemble. Nous, de ce côté-là, on est tout à fait agnostique. Pour nous, c'est vraiment d'essayer de, comme je te dis, on soutient les œuvres interactives, linéaires, interactives, immersives. Alors, soit de la réalité virtuelle augmentée, mixte, pour nous, tout ça va. Notre rôle est de diminuer, de soutenir la création, de diminuer le risque d'affaires pour ces entrepreneurs-là, de s'assurer que les entreprises canadiennes développent cette expertise. Alors pour nous, peu importe où essentiellement le marché va se diriger, on va tout simplement s'adapter en fonction de ça.
Et encore une fois, en fonction de nos orientations, qui sont d'une part, comme on disait, l'innovation, d'autre part, la rentabilité commerciale. On est vraiment dans les deux de toute façon. Mais pour moi, peut-être, je voudrais juste remettre l'emphase sur l'importance capitale pour nous de la coproduction. On a la chance au Canada d'avoir, oui, on a d'excellents créateurs, on a certaines entreprises phares, on a des pôles d'attractivité au niveau de la diffusion et on a du financement qui est conséquent, mais ça demeure qu'on est un petit marché. Au total, le Canada, c'est 37 millions de personnes dans les 2 langues officielles. On n'a pas le choix, nous, d'investir d'autres marchés et c'est vraiment pour ça que c'est d'importance capitale pour le FMC de continuer à essayer de développer d'autres ententes de coproduction, de favoriser, je le souhaite ardemment, davantage de coproduction franco-canadienne. On en a soutenu quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui ont fait des demandes de financement qui n'ont pas été retenues. Il faut se réessayer, il ne faut pas se décourager. Voilà, je crois qu'il y a des affinités culturelles évidentes entre la France et le Canada et il faut poursuivre dans cette lignée-là. Alors, on a parlé du modèle location-based et quid des chaînes de télévision dans le développement de la VR au Canada? Ben, ouais, ça, on est enregistré, OK. Les chaînes de télé canadiennes, particulièrement les chaînes privées, ont des défis de rentabilité, comme peut-être partout ailleurs, particulièrement au Canada anglais, compte tenu de la langue commune avec les États-Unis. Pour rentrer dans un long discours historique, mais tout simplement dire que ces entreprises-là ont des conditions de licence, elles respectent leurs conditions de licence et l'innovation, peut-être un petit peu, tu pourras toi parler de ton expérience avec Corus, mais généralement, les diffuseurs sont plutôt conservateurs. Je dirais que c'est plutôt le rôle, des fois peut-être Radio-Canada, surtout à une certaine époque, Radio-Canada français en particulier, était un peu plus avant-gardiste. Je crois que ça revient tranquillement au niveau des chaînes publiques, même au niveau de la CBC, surtout depuis... Oui, c'est vrai. Je vais te laisser en parler. Il y a eu l'expérience Vice, mais qui vient de se terminer. Vice Vice Canada avait une association avec la chaîne Rogers. Mais bref, pour résumer, avec certaines exceptions, les diffuseurs ne sont au Canada pas des joueurs importants dans la production immersive. C'est davantage là où le terrain est occupé avec brio par l'Office national du film. Mais, oui, mais il y a une chaîne éducative francophone. Une chaîne éducative francophone s'appelle TFO, qui fait un mixed réalité pipeline, utilise le VR, the VR headset to do motion capture. La VR pour la motion capture, pour qu'ils puissent créer des programmes animés en temps réel. Ça, c'est intéressant. Montrer comment un diffuseur peut utiliser ces technologies de manière innovatrice. C'est public, culturel, éducationnel. Vous avez fait des choses avec Corus. Oui. Ce que Corus a fait, c'est d'investir dans l'innovation. Donc, ils sont partenaires de notre accélérateur. Ils ont mis de l'argent pour qu'on puisse investir dans des entreprises de nouvelles technologies. Pour ce privilège qu'ils nous donnent de l'argent, ils peuvent avoir le premier regard sur les entreprises qui passent par l'accélérateur. Donc, à part les fonds publics, il faut compter sur soi-même quand on est producteur au Canada? Encore une fois, je crois qu'il y a
c'est un marché un peu polarisé. Il y a les grandes les entreprises de renommée internationale, comme je disais, les Félix et Paul et les Secret Location qui travaillent avec les studios hollywoodiens, qui travaillent avec des marques et qui n'ont, même s'ils ont déjà eu, ces deux boîtes-là ont eu amplement accès au FMC, mais surtout Secret Location. Ils ont accès à du capital privé. Mais la plupart des sociétés de production n'y arriveraient pas sans le soutien public pour le moment. Et je crois on est dans ça pour au moins, dans cette situation-là, pour encore 3-4 ans minimum avant que un marché de masse se développe. Et encore une fois, pour le moment, enfin, je pense qu'il y a peut-être plus de gens qui parieraient sur le location-based que sur la consommation à domicile, mais ça demeure à voir. Peut-être que je peux justement faire du pouce sur ce que tu viens de dire. Il y a 3 ans, quand on a commencé à présenter des œuvres de réalité virtuelle, tout le monde disait d'ici 1 an et demi, maximum 2 ans, tout le monde aura ça à la maison, ce sera domestique, donc vous n'aurez plus de raison d'être. Puis on a regardé ces gens-là un peu, OK, if it's what you think. 3 ans plus tard, c'est pas domestique du tout. Est-ce que ça le sera dans 1 an, dans 2 ans? À voir. Mais même si ça l'est, je pense que des lieux comme le Centre Phi continueront à être extrêmement importants pour la diffusion de ce genre d'œuvres parce que, comme je le disais tout à l'heure, après avoir fait une expérience, tu as envie de partager. Tu as envie de parler. Bon, certaines expériences peut-être moins, mais en général, il y a cette volonté d'échanger qu'est-ce que toi tu as vécu, qu'est-ce que moi j'ai vécu. Et puis si je suis venue seule, je vais, comme je disais tout à l'heure, échanger avec les gens qui s'occupent de moi, par exemple pour l'exposition. Donc le location-based, les lieux comme donc le Centre Phi, comme MK2VR, sont extrêmement importants. Et en fait, je dois être franche, je suis surprise qu'il n'y en ait pas plus encore. Ça arrivera sans doute, et c'est souhaitable. Il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive pour les artistes, pour que leurs œuvres soient vues le plus possible, parce qu'un artiste crée pour, évidemment, je pense, pour être vu. But there's a tension right now, I think, Il y a in the creator space. une tension en ce moment chez les créateurs. Location-based entertainment Le location-based, les espaces, c'est là où il y a où on gagne un peu d'argent. Après, il y a un autre location-based entertainment qu'on appelle les festivals. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas juste la fragmentation du marché en termes de la taille du marché et aussi, en termes de financement, mais il y a une fragmentation. Il y a les entreprises qui font des produits pour du location-based et en particulier les équipements spécialisés, comme par exemple des montagnes russes. Bon, il y a beaucoup de systèmes motorisés un peu 4D dans d'autres marchés. Et puis il y a donc les créateurs qui ne pensent pas à ces marchés, mais créent du contenu pour des festivals. Et je pense que peut-être, pour créer quelque chose, un écosystème plus durable, il faut trouver un moyen pour intégrer ces systèmes de distribution fragmentés pour permettre à quelques revenus d'aller vers les gens qui font de la VR sans argent, mais qui sont reconnus parce qu'on les voit au festival. C'est un problème un peu délicat. Ouais, je crois que tu as tout à fait raison là-dessus, parce que d'une part, on peut souhaiter que autant de festivals que possible aient des programmations d'œuvres immersives pour rejoindre autant de public que possible, mais en quelque part aussi, il y a certains festivals qui forcément vont se démarquer, certains créateurs qui vont vouloir avoir la première de leur œuvre dans un festival plutôt qu'un autre. Ça aussi, ça crée énormément
de tension. Et pour un organisme comme nous, qui est aussi partenaire avec des festivals, là, je crois qu'on devient partenaire d'à peu près 20 festivals de réalité virtuelle à travers le Canada. Et à long terme, ça, c'est pas tout le monde qui va réussir à dégager une rentabilité de ce côté-là non plus. Peut-être juste ajouter au niveau parce qu'on parle de festival, pour les créateurs ou pour les artistes ici, chez nous, en fait, la programmation que je fais, moi, je ne cours pas après la primeur. Je ne cours pas après la première mondiale. Je comprends tout à fait qu'une première mondiale à Sundance, à Tribeca, à Venise, maintenant, a beaucoup plus de poids qu'une première mondiale au Centre Phi. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que présenter des œuvres qui ont déjà plus d'1 an, aucun problème avec ça. Présentez vos œuvres dans le circuit du festival, allez chercher la visibilité qui est nécessaire, et puis ensuite, on vous accueillera avec grand plaisir. Et nous, on vous offre la proposition qu'on vous fait, c'est on ne veut pas votre œuvre pendant 10 jours, à part des exemples comme Alice, qu'on a eu pendant 10 jours, mais on veut votre œuvre pendant 5 mois. Et on vous assure une certaine visibilité quand même pendant 5 mois, puisque, comme je disais tout à l'heure, l'année dernière, on a eu 15 000 personnes sur plus ou moins 5 mois. Je pense que c'est important et oui, il faut garder ça en tête aussi. Quand on a préparé l'interview, vous avez mentionné que vous ne produisiez pas, vous ne vous investissiez pas en tant que producteur. Pas encore. Quelle était... quelle en est la raison, et est-ce qu'on va avoir une primeur, justement, un scoop? Non, il n'y aura pas de primeur, j'annonce rien, mais c'est clair que donc avec cette collaboration ou ce partenariat partenariat d'affaires avec Félix et Paul, l'argent qui était pour la production allait vers Félix et Paul. Et puis, ils font, comme disait Stéphane, ils sont rendus très loin. Ils sont perçus un peu comme la royauté de la réalité virtuelle, Félix et Paul, parce qu'ils sont là depuis longtemps, parce qu'ils en font depuis longtemps et qu'ils font des choses de qualité. Mais en fait, Phoebe, donc, qui est notre fondatrice et directrice, elle dit, mais pourquoi on ne produirait pas nous aussi? Donc, on est en réflexion. Il y a certains créateurs qui nous ont approchés déjà. Ça ne se fera pas demain, mais je pense qu'on peut espérer que d'ici maximum 1 an, on se sera investi dans des productions. Quand on parle de la VR, on peut aussi aujourd'hui parler de l'intelligence artificielle. Je crois que vous avez de belles expertises, non, au Canada? Là, vous me prenez de court. Oui. Il y a même, quand je vous parlais tout à l'heure de ces super grappes d'innovation que le gouvernement canadien a annoncé il y a environ 2 mois. Comme je vous disais, Vancouver, c'était autour de la création numérique. Et dans la région de Montréal, c'est autour de l'intelligence artificielle. Je dois vous avouer qu'au fond des médias, on n'a pas vraiment encore soutenu des entreprises là-dedans, parce qu'on est... Enfin, ça viendra sans doute, mais nous, on est là pour soutenir la création davantage que la technologie, mais... Il y aura évidemment des œuvres qui intégreront ça à très, très court terme. Mais au-delà de ça, je ne saurais vous entretenir là-dessus très, très longtemps. Nous avons investi dans des plateformes qui sont auto-éducatives, des chatbox avec de l'intelligence artificielle. Il y en a moins qui viennent nous voir que des entreprises immersives, mais on cherche. Et essentiellement, je pense que le Canada, même si on regarde les super pôles et quels super pôles ont eu de l'investissement de l'intelligence artificielle est clair. Ils voient dans quoi ils investissent, ils connaissent la technologie, ils connaissent
les grands acteurs dans les universités qui a avancé. On va dans les autres super pôles, les super clusters, c'est plus vague, on ne sait pas très sûr où va l'investissement. Donc, ils ont implicitement choisi un gagnant technologique. Donc, tout accélérateur qui a de la valeur avec un vertical, nous, c'est Média et Entertainment, va essayer de migrer ou d'intégrer une partie de cette technologie et cette recherche. On va passer aux questions-réponses. Si vous avez des questions à poser. Alors une question rapide par rapport au fonds. Pour ce qui est des critères de sélection, est-ce que vous, spécifiquement, vous apportez des fonds à des sociétés de technologie et de contenu qui sont basées au Canada, ou est-ce que vous considéreriez d'apporter des fonds à des projets qui raconteraient des histoires sur le Canada, mais apportées par des sociétés internationales? Par exemple, ma société en Afrique du Sud, nous avons par exemple un documentaire de prévu sur les baleines au Canada. Donc la réponse, c'est que nous fournissons des fonds qu'à des sociétés qui sont contrôlées par des Canadiens. Mais comme je l'ai dit, nous encourageons la coproduction, comme je l'ai dit. Donc il y a des scénarios, par exemple, où ce serait une coproduction canadienne et sud-africaine, où on pourrait apporter des fonds au côté canadien. Nous avons un partenariat avec l'Afrique du Sud, avec le NFDS, mais pour l'instant, c'est seulement dans le domaine de la télévision. Donc, si vous pouvez identifier un bon partenaire pour moi, du côté numérique en Afrique du Sud, oui, on pourrait faire quelque chose, pourquoi pas. Ça n'a rien à voir, juste pour ajouter ça, pour qu'on soit clair. Nous, ce que nous soutenons, là où nous apportons notre soutien, et ça ne doit pas être d'une façon ou d'une autre lié au Canada. Il n'y a pas de système de points impliqué. Nous pouvons, au niveau des membres du personnel, mais c'est simplement on regarde les financements, les revenus opérationnels. Donc c'est très flexible en fait. Maybe a final question if there is one. Alors moi je suis coproducteur basé au Canada, à Montréal. J'étais curieuse par rapport au côté commercial, l'aspect commercial des publicités. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe, cette division commerciale que vous avez, ce qu'il en est au niveau des médias innovants? Tout le monde se focalise, il semblerait beaucoup sur des choses de VR avec le casque. Donc, est-ce que vous avez une idée là-dessus? Vous pourriez nous en dire davantage? Donc, pour l'instant, il y a eu deux séries de financement et notre programme d'innovation. Il y a énormément de demandes, beaucoup trop de demandes, mais pour l'instant, les levées de fonds sur le programme commercial ont été... Je ne dirais pas qu'on n'a pas eu assez de candidats, je ne dirais pas ça, mais nous avons choisi de ne pas soutenir tous les projets qui ont été soumis, parce qu'on avait le sentiment que certains de ces projets étaient plus forts que d'autres. La vérité est que c'est simplement une réflexion de là où on est le marché aujourd'hui. Et il y a peu, en fait, de projets qui est véritablement démontré des retours sur investissement. Ça, je crois que ça va changer, ça va croître. Donc, on est un peu en avance, en fait, de ce qui se passe. Les producteurs, vous savez, les producteurs ont l'habitude, dans le programme d'innovation, ils nous donnent au moins 75% des coûts qui vont être impliqués quand on a lancé le programme commercial. On s'est dit que c'est des projets avec moins de risques, donc on pourrait fournir à 50%. Et ça, je crois que ça a une influence sur la demande. Et donc, en fait, on l'a monté à 60% cette année. On a corrigé cela. Donc, moi, j'espère, j'ai bon espoir que nous allons voir des résultats différents cette année. Mais pour l'instant, on ne fournit seulement
environ 12 millions. On ne consacre que 12 millions à ce projet, alors que c'était plus de 20 du côté innovation. Donc c'est quelque chose qu'on surveille de près, qu'on regarde, mais je crois qu'une fois encore, c'est une réflexion. Ça reflète ce qui se passe dans le marché, mais voilà, le marché va aller dans cette direction-là, commerciale. Donc on veut continuer à soutenir et à développer ces partenariats. Et Merci Myriam, merci Anna, merci Stéphane. Merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions pour poursuivre, vous pouvez les retrouver dans le couloir.